La suppression de l'ISF a-t-elle vraiment fait revenir les riches en France? On en parle, le débat est ouvert avec Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. On a compris que le gouvernement ne reviendra pas sur cette mesure-là, ne rétablira pas l'ISF. Ça coûte quand même, il faut rappeler, donner un peu les chiffres, la transformation de l'ISF en IFI, c'est 3 milliards d'euros pour les finances publiques qui ont atterri, donc ces 3 milliards, dans la bourse de 238 000 riches contribuables en France. Et donc, le gouvernement, il est convaincu, c'est sa stratégie, il y aura une évaluation courant 2019 et que tout ça va ruisseler et que ça servira à l'économie française. Est-ce qu'on sait, ou c'est trop tôt, est-ce qu'on sait où sont allés ces 3 milliards d'euros? C'est quoi? On se dit que si c'était consommé pour acheter des choses, pourquoi pas? Si ça a été investi, pourquoi pas? Le principal, c'est que ce ne soit pas thésaurisé. Mais alors, quelle que soit la consommation, investissement immobilier, actions, financement d'entreprise, on prend. C'est bon pour l'économie, tout ça. Alors, la question de l'évaluation, elle est évidemment centrale, parce que pour juger effectivement de cette mesure, il faut savoir est-ce que oui ou non ça a eu un impact. Donc, on ne va pas appeler 240 000 contribuables pour leur dire vous avez fait quoi de l'oseille? Non. Et puis ça ne serait pas une démonstration que ça a fonctionné, parce qu'en fait, il faudrait aussi appeler tous les autres en disant qu'est-ce que vous n'avez pas fait ou qu'est-ce que vous avez fait du fait qu'il n'y ait plus l'ISF, ceux qui sont revenus, ceux qui ne sont pas partis, ceux qui ne sont pas revenus. Enfin, il faudra au-delà des exilés, pour ceux qui sont... Il y a la question des exilés, on va en parler, mais déjà, il y a le sujet, encore une fois, est-ce que cet argent, il a bien été réinjecté dans l'économie française? C'est trop tôt ou est-ce qu'on peut déjà le mesurer quelque part? Alors, on peut absolument pas le mesurer. C'est pas qu'un problème de trop tôt, c'est un vieux problème en fait, parce que c'est pas nouveau l'ISF en France. Emmanuel Macron nous a dit il y a 40 ans d'ISF, bon, c'est un tout petit peu exagéré, il y a un petit peu moins que ça. L'IGF, oui, alors ça Mitterrand, c'était... Ouais, c'est un petit peu moins que ça. Mais bon, oui. Ok. Parce qu'il a été suspendu pendant certaines années, donc au total, on n'a pas 40 années pleines. C'est 88. Voilà, on n'a pas 40 années pleines d'impôts sur les grandes fortunes ou sur la fortune. Mais on a quand même un historique. On pourrait imaginer qu'avec cet historique et les différentes réformes de cet impôt, on ait suffisamment de matière pour pouvoir évaluer son impact. Il se trouve, c'est assez mystérieux, que personne jusqu'à maintenant, au cours de ces presque 40 années, ne s'est risqué à vouloir faire une évaluation de l'impact de l'ISF sur l'économie française. Qui profite le crime? Donc voilà, il y a même une chose qui est encore plus mystérieuse, c'est qu'il y a 20 ans d'historique d'ISF, les fichiers qui ont brûlé quelque part à Bercy. Donc ça, c'est quand même une information assez intéressante. Là aussi, pourquoi ces données n'existent plus, pourquoi elles ne peuvent pas être utilisées? Alors, celles qui restent, et il en reste, sont, elles, dans un coffre-fort extrêmement sécurisé, avec impossibilité pour quiconque d'accéder à ces données. Pourquoi? Parce que derrière, on ne serait pas content de voir... Parce qu'on risque de s'apercevoir qu'en fait, enfin on ne sait pas, hein, tant qu'on n'a pas évalué, on ne peut pas savoir à l'avance ce que ça va faire, mais on risque de s'apercevoir qu'en fait l'impact économique et raisonné de la mise en place ou de la suppression de l'ISF est relativement modeste. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. Alors on ne sait pas parce qu'on ne peut pas. Il y a une évaluation. On pourrait savoir. Il y a un groupe de travail à l'Assemblée, je crois, ou au Sénat, je ne sais plus, qui va évaluer en 2019. Et le gouvernement a dit, en gros, on verra, on jugera sur pièce. Dans quelle mesure ça a contribué au bénéfice de l'économie française? La première étape dans cette évaluation, ce n'est pas simplement de regarder qu'est-ce que la suppression de l'ISF en 2018 a produit sur l'économie française, en 2018, en 2019 et ensuite, mais ce serait de regarder aussi quelles ont été les conséquences de tous les changements de la législation de l'ISF dans le passé. Est-ce qu'a priori ça a un impact? Parce que c'est le point de départ pour faire une évaluation. Il n'y a pas eu tant de changements que ça non plus. Il y en a eu. Sur les taux, sur les seuils. Il y en a eu des assez importants. Nicolas Sarkozy, le bouclier fiscal, François Hollande. Qui est abandonné en race campagne. François Hollande et le rétablissement de ce bouclier fiscal, qui a ensuite été à nouveau remis en place quelques trimestres ensuite. Il y a eu des modifications dans l'assiette, dans le taux, il y a eu des modifications dans les produits, enfin dans les actifs qui étaient éligibles à l'ISF. Enfin, il y a eu pas mal de réformes en fait de cet impôt dont le rendement a pas mal changé au cours du temps. Donc, mais là, on remonte vachement en arrière. Moi, j'ai envie de dire, là, sur ces 3 milliards d'euros qui ont été rendus à 240 000 contribuables, pour l'instant, on ne sait pas à quoi servit cet argent. Si on sait qu'il y a 5 ans, quand on a abaissé l'impôt sur la fortune de 2 milliards, ça a produit un effet, on peut imaginer... Ça donne des indications. Bah oui, des indications assez solides et sérieuses sur, si c'est 3 milliards,
Ouais, on peut faire une règle de 3 au doigt mouillé. Au doigt mouillé, mais pas simplement au doigt mouillé. Ouais. Donc déjà, la première étape, ça serait de faire ça. Et ce qui est quand même frappant, c'est que ça n'a jamais été fait auparavant. Ouais. Donc il y a quand même déjà là Ouais. un premier élément à creuser et à regarder très en détail. Ouais. Autre indicateur pour voir si la suppression de l'ISF, encore une fois, c'est bon pour l'économie française, si ça fait revenir, encore une fois, tiens, bon, on voit les images de Suisse, ils ne partent pas seulement en Suisse, les exilés fiscaux français, ils partent quoi, au Royaume-Uni, Belgique, un peu États-Unis, et c'est vrai beaucoup la Suisse pour le coup. Est-ce qu'ils sont revenus? Il y a des chiffres, on dit toujours qu'il y a entre 600 et 800 un flux chaque année de personnes qui sont assujetties à l'ISF, qui quittent la France pour l'ISF, peut-être pour la fiscalité, peut-être parce qu'ils ont des projets personnels, peut-être parce qu'on ne sait pas quels sont les motifs d'ailleurs, mais est-ce que ce flux s'est tari ou on ne sait toujours pas? Alors, il y a 3 critères qu'on peut examiner sur l'ISF. C'est, premièrement, est-ce que les riches restent en France ou partent à l'étranger? Vous avez raison. Est-ce qu'il y en a moins qui partent? Est-ce qu'il y en a plus qui rentrent? Voilà, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est est-ce qu'on investit plus ou moins en France? Et le troisième critère, qui est quand même assez important, c'est quelle est la justice fiscale qu'il y a derrière. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une... C'est joli chez vous. Hein. Ah, c'est assez beau, je dois reconnaître. Sur la question de l'exil fiscal, on a des données sur effectivement des gens qui sont soumis à l'ISF et qui partent à l'étranger. Maintenant, ça c'est une donnée brute, c'est-à-dire que ça n'intègre pas, d'une part, les gens qui reviennent éventuellement. Ouais. Ça n'intègre pas complètement d'ailleurs les endroits où ils partent. Il se trouve que ces gens-là ne partent pas tous dans des endroits où ils payent systématiquement moins d'impôts. On trouve qu'ils partent en Belgique, qu'ils partent en Suisse, oui, enfin, au UK, on se dit quand même qu'il y a un vague lien. En fait, quand on regarde, ils ne partent pas à l'endroit où la fiscalité est la moins élevée, et souvent les motifs pour lesquels ils partent, c'est des raisons professionnelles. Des opportunités professionnelles. Voilà. Il se trouve que ça coïncide avec une fiscalité plus basse. Ça coïncide avec une fiscalité plus basse, mais le motif premier, ce n'est pas la fiscalité. Par ailleurs, quand on regarde, est-ce que les gens qui payent l'ISF, par exemple, partent plus ou moins que les gens qui ne payent pas l'ISF, ceux qui sont par exemple juste en dessous, alors eh ben, on s'aperçoit qu'il y a assez peu de différence. Donc, si vous prenez les gens qui sont susceptibles de partir, pour des questions professionnelles. Donc c'est pas tout, ce ne serait peut-être pas l'ISF qui serait le critère premier. C'est pas du tout clair que ce soit l'ISF. Donc on n'a aucun chiffre non plus sur... On a des chiffres sur les exilés fiscaux, mais qui sont bruts. Qui ne prennent pas en compte ceux qui reviennent. Alors, qui n'intègrent pas ceux qui partent mais qui ne payent pas l'ISF et qui n'intègrent pas non plus ceux qui reviennent. Bon, en gros, cette chronique ne sert à rien parce qu'en fait, on n'avance pas dans ce public. Ah, mais si, parce qu'on pose quand même les questions. Ah, on pose des questions, mais on n'a pas les réponses. Et on pose les questions dont on aimerait bien avoir la réponse dans l'évaluation. Et comment on a les réponses alors? Il y a la rétention d'informations? La première chose à faire, c'est effectivement d'ouvrir l'accès aux informations. Et ça, s'il y a une recommandation à donner à ce comité d'évaluation, ce n'est pas simplement de dire je vais faire une évaluation, mais la première chose à faire pour cette évaluation, c'est de trouver un moyen pour rendre accessibles ces données à beaucoup de personnes, de façon à ce qu'il y ait un débat contradictoire avec des gens qui auront des intentions différentes dans l'utilisation de ces données, ceux qui vont vouloir défendre la suppression de l'ISF, en essayant de démontrer son impact négatif, ou ceux qui essaieront de dire bah non, peut-être qu'il n'y a pas d'impact si négatif, voire un impact positif. Ouais. Est-ce que... Ouais. Alors, il y a la question des flux de personnes, il y a aussi la question de savoir où est-ce que vous investissez votre argent. Là, il y a une erreur de raisonnement qui est faite par beaucoup de personnes. Ce n'est pas parce qu'on supprime l'ISF que les gens qui restent en France vont investir leur argent en France. En fait, ça ne change rien à la décision d'investissement. Vous voulez investir... la question de savoir si vous êtes résident en France ou en Belgique est une question importante, mais une fois que vous avez pris votre choix de résidence, la question de savoir où vous mettez votre argent est totalement indépendante de l'ISF. Ce sont les personnes qui payent l'ISF, ce ne sont pas les entreprises. Et donc de ce point de vue-là, même si les gens très riches reviendraient en France à cause de la suppression, grâce à la suppression de l'ISF, ce n'est pas pour autant que cet argent va être réinvesti dans l'économie française. Donc là aussi, il y a une dimension assez importante à prendre en compte dans l'évaluation. On finit là-dessus, mais dans cette suppression, enfin, transformation de l'ISF en IFI, ce n'était pas une erreur quand même de laisser encore une fois, peut-être qu'il aurait mieux fallu cibler et exclure de l'assiette taxable ce nouvel ISF, d'enlever les actions quand vraiment on investit dans des titres d'entreprise, dans des actions, parce qu'aujourd'hui finalement pour avoir tout son argent sur un compte bancaire ou sur des SICA monétaires, on n'est plus à l'ISF. Est-ce qu'il ne fallait pas, je crois que c'était François Bayrou qui a proposé qu'on flèche mieux et qu'on sorte de cette taxable uniquement ce qui sert l'économie française et les entreprises françaises. Vous voulez que je dise vraiment ce que je pense de ça? C'est une connerie ça? C'est pas... Moi je serais plutôt intelligent. Mais le raisonnement est juste, mais c'est horriblement compliqué de faire ça. Il y avait quand même beaucoup plus simple. Là, apparemment, ce qui se profile, c'est qu'on va retarder la baisse de l'impôt sur les sociétés. Uniquement pour les très grandes entreprises
Ok, mais on va quand même la retarder. En 2019, Or, pour les boîtes qui font plus si de on je sais avait- combien de chiffre d'affaires. si on avait fait la baisse de l'impôt sur les sociétés à la place de l'ISF, on aurait augmenté l'attractivité des entreprises françaises. Ouais. Donc on aurait pu collecter plus d'investissements venant de l'étranger. Et on aurait augmenté le rendement du capital, qui aurait fait que même ceux qui payent l'ISF. Je ne vois pas le rapport entre l'IS et l'ISF. Mais le rapport. Impôt sur la société, impôt sur la fortune. Le IS rapport payé par les entreprises, ISF payé par les contribuables. Si vous voulez flécher sur les placements en actions, vous avez deux façons de faire. Soit vous dites, vous détenez des actions, vous payez moins d'ISF. Soit vous dites, j'augmente l'idée de Bayrou. Hein. Voilà, l'idée de Bayrou. Soit beaucoup plus simple, j'augmente le rendement des actions. En réduisant l'impôt sur les sociétés. En réduisant l'impôt sur les sociétés et en conservant l'impôt sur la fortune. Et à ce moment-là… Mais c'est ce qui est déjà fait, il y a une trajectoire de baisse sur l'impôt sur les sociétés. Ce qui est en train d'être fait, c'est exactement le contraire, David. Ce qui est en train d'être fait, c'est de reculer la baisse pour les très grandes entreprises. Et oui, mais c'est quand même… les grandes entreprises font partie aussi des entreprises qui font circuler et qui investissent en France. Donc pourquoi les distinguer? En plus, vous dites les très grandes entreprises, mais c'est surtout les petites entreprises qui vont être… qui vont bénéficier de la baisse sur l'impôt sur les sociétés. Absolument. Mais là, le report d'un an, c'est pour les, je crois, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, au-delà d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Comme on veut du rendement sur ce report, le nombre d'entreprises qui vont rester soumises à l'impôt sur les sociétés est assez important. Ce que je dis, c'est plutôt que de supprimer l'ISF en 2018, accélérer la baisse de l'impôt sur les sociétés aurait finalement augmenté le rendement des actions, fait ce fléchage que François Bayrou souhaitait à la source et directement, et aurait en plus augmenté l'attractivité. Sans faire une usine à gaz. Sans faire une usine à gaz. On avait quand même une solution très simple, plutôt que d'avoir ce mécanisme de reculade et symbolique qui s'avère extrêmement douloureux et dont il va être extrêmement difficile de se remettre. Tu dis qu'à la question, la suppression de l'ISF fait-elle revenir les riches en France? On peut toujours. Est-ce que ça sert la croissance française, l'économie française? On peut toujours pas répondre. On a posé des questions, mais on n'a pas de réponse. Alors, on n'a pas la réponse. En tout cas, on n'a pas la réponse solide et sérieuse. Et pour avoir la réponse solide et sérieuse, il va falloir commencer par avoir accès aux données et malheureusement laisser du temps à cette évaluation. Donc rien ne nous garantit qu'en septembre 2019, ces deux critères seront réunis et qu'on aura un début de réponse sur ces questions. Voilà, merci pour ces commentaires. Xavier Timbaud, donc, directeur principal économiste à l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.